Et si tout le monde est de retour, on peut continuer. Donc, comme annoncé, comme déjà dit, on va faire la première partie aujourd'hui, une variable réponse continue, et on va essayer d'expliquer ce qui se passe pour une variable explicative qualitative. Il y a un micro quelque part qui est ouvert. Oui. Et donc, pour ce chapitre, il y a 5 parties qu'on va voir. Donc, d'abord, statistique descriptive, comment on va le décrire, ce qui est assez facile. Un peu de rappel sur l'inférence pour une moyenne ou une proportion. Donc, comment faire le test dans le cas univarié. Après, on va faire la comparaison de 2 moyennes appariées, ce qui est le plus facile des cas. Comparaison des 2 moyennes indépendantes. Et finalement, l'analyse ANOVA. Donc, qu'est-ce qui se passe si je veux comparer plusieurs groupes, plus de 2 groupes au même moment. Donc, commençons par la statistique descriptive. Donc, ce qu'on a, c'est une variable qualitative, une variable quantitative qu'on veut décrire dans certains cas. Donc, la variable qualitative, la langue, tu peux pas mettre ton micro, s'il te plaît. Donc, pour la variable continue, ce qu'on a pour option, on sait, ou normalement, on fait ou bien un histogramme, ou bien un box-plot boîte à moustache. Et donc, on sait faire la même chose ici. Maintenant, on a plusieurs groupes, donc on va faire plusieurs histogrammes ou plusieurs boîtes à moustaches. Donc, disons qu'on a 2 groupes. Si je veux faire des histogrammes de comparaison, la langue, panel, merci. Donc là, je prends ou je sais faire un histogramme pour le premier cas, la première situation. Je peux faire un histogramme pour la deuxième situation. Et donc là, pour comparer des histogrammes, c'est pas très facile. Pas très facile, vu que, bon, les histogrammes, pour les comparer, on doit faire en sorte qu'on est certain que les amplitudes sont les mêmes. Amplitudes. On a besoin des histogrammes d'aire unitaire. Et en plus, pour les 2 groupes, pour les comparer, on doit les mettre l'un à côté de l'autre ou l'un au-dessous de l'autre. Mais c'est vraiment difficile de vraiment faire une comparaison facile ou bonne de cette manière-ci. On peut pas on peut pas les superposer, on peut pas mettre les 2 histogrammes dans le même graphe, vu que l'histogramme, un des histogrammes va couvrir l'autre histogramme et donc on ne voit pas la différence. C'est très difficile d'utiliser des histogrammes pour dans une situation multivariée. Et donc l'histogramme, c'est pas vraiment l'option la meilleure pour comparer une variable continue dans certains ou dans différentes classes. Et donc c'est beaucoup mieux, beaucoup plus facile de créer les boîtes à moustaches
dans les différentes situations. Donc, c'est ce qui est aussi illustré en bas. Donc, j'ai deux situations, brillant, calme. À gauche, j'ai un dot plot. Donc là, j'ai un plot qui me donne simplement toutes les observations par catégorie. Donc, toutes les observations des valeurs pour brillant, toutes les observations à droite pour la situation calme. Et donc, ça me donne de l'information sur, bon, quelle valeur j'ai observée, mais c'est encore difficile à comparer. Et donc, cette ligne-ci, c'est la moyenne globale qui est 200 et des, je ne sais pas, je peux trouver. Bon, ce n'est pas important pour le moment. Mais donc là, je vois qu'il y a, le dot plot me donne de l'information sur les valeurs, mais encore pour une comparaison, ce n'est pas facile. Ce qui est beaucoup plus facile sont les box plots. Donc là, à droite, j'ai la boîte à moustaches. J'ai la boîte à moustaches qui me permettent de directement comparer les statistiques importantes de chaque distribution, de chaque situation. Et donc, pour un box plot, j'obtiens de l'information sur la tendance centrale. La tendance centrale qui est caractérisée par la médiane. La ligne est là. J'ai une idée Vanel. Tu peux éteindre le micro, s'il te plaît. Merci. La médiane centrale, j'ai information sur la dispersion, donc j'ai l'écart qui est le min, donc qui regarde la différence entre le maximum et le minimum. J'ai l'écart interquartile qui est donné par la différence entre la troisième quartile et le premier quartile. Donc, l'écart interquartile me donne une idée de la dispersion centrale de la distribution, donc où se trouvent 50% des observations. Donc, les 50% qui se trouvent au milieu. J'ai aussi information sur la symétrie. Donc, je sais voir si, bon, est-ce que la distribution est symétrique, oui ou non. Symétrique si la médiane se trouve au milieu du box et au milieu des moustaches. Donc là, dans ce cas-ci, à gauche, ce n'est pas tout à fait symétrique. Si je regarde, la médiane se trouve plutôt à droite. Et donc, j'aurai un queue plus longue à gauche. Là, si je fais le dessin de la distribution, j'aurai une distribution qui monte. Et à gauche, j'ai un queue plus long. Donc, il descend moins vite qu'il monte à droite. Celui dans l'environnement calme, il est beaucoup plus symétrique que l'autre. Et donc là, j'aurai une distribution qui est plus symétrique que celui dans l'environnement bruyant. Donc là, rien de spécial. Je fais simplement la boîte à moustaches pour chaque environnement et je peux la comparer. Donc à gauche, je vois que bon, la médiane dans la situation bruyant est plus large que dans la situation calme. Donc en moyenne, bon, en médiane, le temps de réflexe est plus haut. Je vois aussi que la dispersion est plus large, donc les données ou la dispersion des données autour de cette médiane est plus large dans dans l'environnement brillant que dans l'environnement calme. Mais je peux aussi remarquer que le temps minimal dans les deux cas, il est assez ou presque le même. Donc, il y a quand même une personne qui a un temps de réflexe qui n'est pas plus mal que dans la situation calme. Donc, je peux tirer des conclusions. Le max, naturellement, dans le brillant est plus haut que le max dans le calme, etc. Et ça me permet de comparer les statistiques, les caractéristiques de chaque situation directement visuellement. Normalité, donc
Pour les tests, j'ai normalement besoin de la normalité des observations, normalité dans chacun des échantillons. Donc, le premier échantillon, le deuxième échantillon, ben, je vais faire des plots QQ, donc des quantiles, qui met donc les quantiles théoriques et les quantiles empiriques. Quantile empirique, donc celui que je trouve basé sur l'échantillon. Et si ça suit une loi normale, bah, normalement, ces valeurs ou les points doivent se trouver sur une ligne, sur une ligne droite pour pouvoir décider sur la normalité. Donc, ici, dans ce cas, on voit que ça suit à peu près une ligne, pas tout à fait, mais la normalité est assez bien remplie. Donc, on peut supposer que la normalité tient, vu que ce sont des échantillons qui sont assez petites. Et donc là, il y a toujours un peu de variabilité, de différence autour de la ligne. Une autre option pour la normalité, c'est le test Kolmogorov-Smirnov. Mais souvent, on n'utilise que les plots QQ, vu que ce test n'a pas beaucoup de puissance. Donc, ça donne une idée aussi, mais bon, vu qu'il n'est pas très puissant, il n'a pas beaucoup de plus-value entre faire le plot QQ ou faire le test. Si j'ai les échantillons, je peux aussi calculer les statistiques descriptives qui sont utiles. Donc, je peux regarder le minimum, le maximum. Je peux regarder la moyenne, la médiane, l'écart type, les quantiles, etc., etc. Et je peux les comparer. Donc, je vais simplement faire un tableau qui contient toutes les valeurs qui sont intéressantes dans mon cas, qui me permet un peu de faire les mêmes conclusions que le boxplot. Mais le boxplot, bah, c'est une visualisation de ce tableau-ci. Dans ce cas, et ça c'est surtout dans le cas apparié, autrement ça n'a pas de sens. Si je me trouve dans le cas apparié, bah, je peux faire une dot plot apparié. Dot plot apparié qui va regarder la personne, donc la personne là, dans la situation bruyante, la même personne dans la situation calme, et il va lier les observations pour la même personne avec une ligne. Et ça va me permettre de visualiser les tendances. Visualiser des tendances, donc je peux voir dans ce cas-ci que bah, la tendance générale est que le temps de réflexe va diminuer si je mets la personne dans l'environnement calme. Il y a quelques exceptions, donc il y a quelques personnes pour qui il y a une augmentation, mais la plupart des personnes, bon, le temps va diminuer. Et donc, je vois qu'il y a une diminution, une tendance générale de diminuer. Je vois aussi que ici, il y a une personne qui a bon, le temps le plus haut, presque dans l'environnement bruyant. Et quand tu le mets dans l'environnement calme, il a le temps le plus vite. Donc là, il y a une forte diminution pour cette personne-là. Mais pour les autres, bon, la diminution est assez pareille. Donc les lignes sont relativement parallèles. Mais donc, dot plot apparaît surtout pour regarder les tendances générales, et on ne l'utilise pas souvent pour vraiment regarder les personnes individuelles. Mais on pourrait. Si j'ai des valeurs appariées de nouveau, donc ici, j'ai une échantillon apparié. Bon, dans l'échantillon apparié, j'avais le DI qui est YI, disons moins XI. J'avais la différence entre les deux valeurs ou les deux variables. Alors, si je regarde
c'est la valeur appariée. Ce qui m'intéresse, c'est la différence qui me remet dans la situation univariée. Et donc, je peux simplement faire tout ce que je faisais dans la situation univariée. Donc, je peux faire une boîte à moustache pour la différence. Je peux regarder le box plot pour la différence qui me donne, bon, la différence, la médiane de la différence se trouve autour de 3,5, disons, à peu près. J'ai un max, j'ai un min, j'ai l'écart type, etc., pour la différence. Et là aussi, dans la situation univariée, ce qui sera important, c'est que la DI suit la loi normale et pas la XI ou la YI. Et donc là, il suffira de regarder la différence et faire un QQ-plot pour la différence pour voir que, bon, les différences sont normales, oui ou non. Et je n'ai pas besoin de vraiment regarder la normalité des YI, ni la normalité des X, mais que la normalité de la différence. Et donc là, je retombe dans la situation univariée. Je peux faire un boîte à moustache. Je peux faire un QQ-plot pour la différence. Oui, je vais l'expliquer déjà ici. Donc, la raison pourquoi, ici, vu que je fais un test, dans le cas appareil, je ferai le test sur les DI. Sur les DI, donc là, je regarderai les différences et pour faire le test, ce sera un test T. J'ai besoin de la normalité des observations. Mais dans ce cas-ci, ces observations sont les observations des différences. Dans les autres cas, les non appariés, je vais comparer la moyenne de la première groupe avec la moyenne de la deuxième groupe et je fais un test sur les deux moyennes. Et donc, à ce moment-là, j'ai besoin, donc non appariés, j'ai besoin que ma première groupe suit une loi normale, mais aussi la deuxième groupe suit la loi normale. Quelle est maintenant la différence? Bah, la différence est que dans le cas apparié, je peux être moins strict, je peux être plus relax. J'ai besoin que les différences suivent la loi normale, mais pas nécessairement les observations eux-mêmes. Donc là, les observations XI du premier échantillon, les observations YI du deuxième échantillon, ils peuvent suivre n'importe quelle loi pour autant que la différence suive la loi normale. Si X est normalement distribué et Y est normalement distribué, alors les différences sont aussi normalement distribuées. Donc là, j'ai toujours une implication là. Mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Donc, je peux avoir des différences qui sont normalement distribuées, mais les XI et les YI ne sont pas. Et donc là, j'ai su relâcher les conditions un peu en demandant que, bon, vu que je fais un test univarié, je fais la test simplement sur la différence. Ce qui m'intéresse, c'est la normalité des différences, pas la normalité des observations. Et donc là, la condition pour appliquer est moins stricte que dans le cas non apparié, où j'ai vraiment besoin du fait que les XI sont normalement distribués et aussi les YI sont normalement distribués. Pour info. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour la première partie? C'est pas trop. Vous allez faire des exercices là-dessus ouais, pour faire les plots, pour faire les statistiques descriptives et aussi les décrire.
Mais là, il n'y a pas beaucoup de différence entre le cas bivarié et univarié, sauf que maintenant, on fait 2 boxplots ou 2 histogrammes au lieu d'un. Sinon, on va faire le 2-2, donc le rappel. Donc l'inférence pour une moyenne ou une proportion. Donc là, on va simplement vitement repasser par les tests univariés, vu que l'idée pour les tests bivariés est très similaire à l'idée des tests univariés. Et donc, on le fait sur un exemple. On a, en janvier 2015, l'industrie usine qui s'est implantée au bord d'un cours d'eau important, donc au bord d'une rivière. Et elle a mis en place un système de refroidissement. Donc, elle prend de l'eau de la rivière. Cette eau va être utilisée pour refroidir ce système-là dans l'usine. Et après, l'eau est remise dans la rivière à une température supérieure que la température initiale. Donc, il prend de la chaleur de la machinerie avant que ça soit remis dans la rivière. Donc, on veut naturellement limiter les perturbations d'environnement. Et donc, on doit faire de sorte que l'eau rejetée, il n'est pas trop chaud. Donc, on doit faire de sorte que, bon, cette température reste en moyenne inférieure à 30 degrés Celsius. Et, bon, naturellement, il y a une sorte de variation. Donc, on ne sait pas toujours garantir que chaque remis de l'eau aura une température moins de 30 degrés, mais en moyenne, on veut que l'influence reste limitée, la température sera moins de 30 degrés. Et on veut aussi que dans 98% des cas, ça ne dépasse jamais le 32 degrés Celsius. Donc, en 95% des cas, je veux avoir des températures mesurées qui sont inférieures à 32 degrés. On a pris un échantillon de 200 mesures. Donc, N, là, est égal à 200. L'effectif est 200. On l'a fait effectuer de façon indépendante à des moments sélectionnés aléatoirement au cours de l'année et au cours de la journée. Donc, on a vraiment fait une randomisation des prélèvements de température. Et on veut maintenant se baser sur cet échantillon pour dire que, bon, est-ce que les normes environnementales, est-ce qu'elles sont bien respectées, oui ou non? Donc, on a posé 2 questions. Première question, est-ce qu'on peut considérer que la température moyenne de l'eau rejetée reste inférieure à 30 degrés Celsius? Donc là, on veut savoir la moyenne, la vraie moyenne qui est inconnue. Est-ce qu'elle est moins de 30 degrés Celsius? Et pour ça, je vais faire un test d'hypothèse unilatéral, vu que je regarde pas dans une direction plus petite que 30 degrés. Et peut-on considérer que le seuil de température de 32 degrés pour les eaux rejetées est respecté au moins 98% du temps? Là, j'aurai une proportion P, et on va voir plus tard comment le faire. Est-ce que P est plus petite que 98%, oui ou non? Donc, est-ce que la proportion, oui, la proportion où on ne dépasse pas la température maximale de 32 degrés, est-ce que cette proportion reste plus petite que 0,98, donc respectée en 98% du cas? Contexte, donc j'ai eu la situation en texte français. Maintenant, je dois le traduire en maths. J'ai une population. La population sont toutes les températures de l'eau rejetée dans l'année 2015. Donc, je ne vais pas mesurer la température à chaque fois, mais la population, c'est donc l'ensemble de toutes les températures. Et je prends un échantillon de 200 mesures. Donc, comme dit N, l'effectif est égal à 200.
J'ai deux variables. La variable x, qui est la température de l'eau rejetée, c'est la variable continue. Attends. Je suis trop vite. On va regarder deux variables. Donc, pour répondre à la première question, on a besoin de température, ce qui est une variable continue. Pour répondre à la deuxième partie, j'ai besoin d'une variable qui va me dire est-ce que je dépasse le seuil, oui ou non. Donc là, ce sera une variable discrète avec deux options, même binaire. Donc le yi, je veux dire, il est 1 si je dépasse. Je vais... Oui. Il est 0 quand... non. On peut utiliser les deux, mais selon la méthode qu'on va résoudre, mais je ne sais pas exactement. Le plus logique, probablement, c'est qu'on veut dire je veux rester en bas de cette température. Donc, si je suis plus petite que les 32 degrés, alors c'est un succès. J'ai réussi. Donc, à ce moment-là, je vais dire le yi est égal à 1. C'est un succès. Et si je dépasse 32 degrés Celsius, alors j'ai dépassé le seuil, j'ai un échec et donc je vais encoder comme 0. Et donc je veux avoir 98% de succès. Donc c'est la bonne caractérisation de la variable y. Et à ce moment-là, y est une variable avec deux réponses possibles, 0, 1. Bah, on sait que c'est une variable Bernoulli avec un paramètre P qui est la probabilité de succès, donc la probabilité pour avoir une température inférieure à 32 degrés. Mu, c'est la température moyenne inconnue, donc la température moyenne dans la population. On va utiliser l'échantillon de X pour faire une estimation de mu. P, la proportion de temps durant la proportion inconnue dans la population de fois que l'eau rejetée reste effectivement inférieure à 32 degrés. Donc là, on va utiliser la X pour dire quelque chose sur mu. On va utiliser la Y pour dire quelque chose sur P. Donc le mu et le P sont les deux variables inconnues dans la population. Et on va utiliser les deux échantillons pour dire quelque chose sur les deux cas. Et on prend un niveau de confiance de 95%, donc le standard. Donc, objectif 1, tester la validité d'une hypothèse formulée pour la moyenne mu, basée sur la variable x, etc., etc. Et deuxième chose, tester la validité d'une hypothèse formulée pour la valeur proportion P de succès, de nouveau dans la population. Pour ça, on va utiliser les variables y et on prend dans les deux cas un niveau de confiance égal à 95%. On fait d'abord toujours cette statistique descriptive, donc on va regarder les données. Donc, je regarde les valeurs, ici les valeurs pour X, donc les températures. La moyenne des températures est 27 degrés Celsius, qui est clairement plus petite que 30 degrés. Est-ce que cette différence est significative, oui ou non? C'est la question à répondre. J'ai un écart type de 3,12. J'ai 200 observations. J'ai aussi la variance, la médiane, l'étendue. Sont des choses qui sont utiles à savoir pour la stat descriptif, mais surtout, on aura besoin des trois premiers, la moyenne dans l'échantillon, donc la moyenne empirique, l'écart type dans l'échantillon et l'effectif. Pour faire un test univarié, j'ai besoin de la normalité des données.
Donc, normalité des données, je vais faire le QQ-plot. Et là, je vois que les observations ou les quantiles empiriques et les quantiles théoriques, si je les mets l'un en fonction de l'autre, ils suivent très bien la ligne droite. Il y a un tout petit peu de déviance à la deux fins. Mais bon, c'est logique, vu que dans les cas extrêmes, on a toujours moins d'observations et il y a toujours un peu de déviance dans ce cas-ci. Mais là, on voit que la majorité, ça se trouve vraiment bien sur une ligne. Donc, je pourrais dire, bon, la normalité, c'est en ordre. Les données sont certainement à peu près normalement distribuées. Même chose, je peux faire le boxplot qui me donne de l'information. Donc là, ici, la losange, c'est l'indication pour la moyenne. La ligne, comme toujours, c'est la médiane. Et après, j'ai les quartiles, premier et troisième quartile qui complètent la boîte. Et après les moustaches. Donc là aussi, je vois, bon, ça a l'air d'être assez symétrique. C'est aussi une indication que normalité pourrait être respectée. Mais donc, normalité, on va le conclure, on va déterminer la normalité basée sur la QQ-plot. Et en bas, j'ai l'histogramme qui me donne aussi une idée de la distribution des données. Donc, basé sur la statistique descriptive, je peux dire, bon, j'ai 200 valeurs mesurées. La température moyenne dans mon échantillon est de 27,2 degrés Celsius. L'écart type est 3,12. L'écart type qui est aussi exprimé en degrés Celsius. Et en plus, basé sur le QQ-plot, je peux dire que la distribution est proche d'une distribution normale. Donc, les hypothèses pour faire un test T, ils sont assez bien respectées. Je peux continuer pour faire le test. Le modèle, j'ai mes variables x1 jusqu'à xn, n qui est égal à 200. Ils sont indépendants, identiquement distribués selon une loi normale avec mu qui est inconnu, mais aussi la variance qui est inconnue. Donc là, je ne connais pas la moyenne, je ne connais pas la variance, donc j'aurai besoin d'un test T pour résoudre, pour répondre à la question. Qu'est-ce qui m'intéresse maintenant? Je veux voir si je dépasse le 30 degrés. Et donc, pour un test d'hypothèse, j'ai deux hypothèses. L'hypothèse nulle, l'hypothèse alternative. Donc là, l'hypothèse alternative, ça va contenir ce que je veux démontrer. Donc, dans l'hypothèse alternative, je vais mettre ce que je veux démontrer. Je veux voir s'il y a un certain effet. Et l'hypothèse nulle, là, l'hypothèse nulle, normalement, correspond à il n'y a pas d'effet ou le status quo, donc il n'y a rien qui change. Donc la situation actuelle, pas d'effet. Donc là aussi, pas de C. Et ce qu'on va normalement aussi faire, on va prendre pour l'hypothèse nulle toujours l'égalité, donc égal à 30 degrés, versus l'alternative, c'est plus grand que 30 degrés. Et donc là, je vais faire ce test d'hypothèse. Je dois cliquer là. Pour faire ce test d'hypothèse, j'ai besoin de la statistique du test. Donc, je veux savoir quelque chose sur mu, donc sur la moyenne dans la population. Je vais utiliser un estimateur de mu qui est la moyenne dans l'échantillon. La moyenne de l'échantillon ou pour laquelle je vais obtenir une valeur observée dans l'échantillon. Donc là,
mu population ou la moyenne dans la population inconnue. L'estimateur, c'est la moyenne de l'échantillon. Et dès que j'ai l'échantillon, je peux utiliser les valeurs dans l'échantillon pour trouver une valeur estimée, pour trouver une estimation de cette moyenne-là. Donc, on avait dit, on va regarder la statistique T. Donc, on va regarder la différence entre l'estimation et la vraie valeur divisée par l'écart type. Ça suit une loi de T avec n-1 degré de liberté. Donc, n étant l'effectif. Donc, ici, on aura, ça suit une loi de T avec 199 degrés de liberté. Et, changer la couleur. On fait toujours le test sous l'hypothèse nulle. Donc, on va toujours supposer que l'hypothèse nulle est vraie. Et on va essayer de démontrer que ce n'est pas vrai, que la valeur que je trouve dans l'échantillon n'est pas plausible. Je vais prendre un autre. Donc, comment ça marche? Donc, j'ai le T, qui est le mu bar moins mu divisé par S sur racine de N. Voilà. Donc là, j'ai la distribution. Distribution T qui est symétrique autour de l'origine. Donc ça, c'est ma distribution Tn-1. Et dès que j'ai l'échantillon, ben, je trouverai une valeur pour T. Une valeur pour T qui est mu chapeau observé moins mu divisé par S observé sur racine de N. La seule chose là, ce qui est inconnu, c'est le mu. Là. Donc là, je ne connais pas la mu. Et donc, pour ça, je vais dire, je fais la test sous l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle qui est, dans notre cas, 30 degrés. Donc, j'avais l'hypothèse nulle, mu égale à 30. L'hypothèse alternative, mu est plus grande que, maintenant, plus grande que 30 degrés Celsius. Et donc, je vais changer la valeur là, la valeur inconnue, par 30. Et maintenant, ça me donne une valeur. Donc, c'est un nombre réel. Donc, c'est pour ça que je fais la test sous l'hypothèse nulle pour pouvoir insérer cette valeur de 30 degrés et pour obtenir une valeur réelle. Et donc, ça me donne une valeur T qui se trouve quelque part sur la distribution. Donc, ça, c'est la T, la valeur observée pour la statistique. Après, il y a deux méthodes pour faire ou pour prendre une conclusion. Ou bien on utilise les quantiles. Les quantiles, et je fais un test d'hypothèse. Oui, je vais faire dans ce cas-ci. C'est un test univarié à droite. Donc, j'ai besoin de la quantile Q1 moins alpha. Vu que toutes les valeurs qui sont plus petites que 30 degrés, c'est bon. Donc, tout ce qui est acceptable se trouve à gauche de cette quantile-là. Donc là, j'aurai une masse de 1 moins alpha, vu que j'ai fixé le niveau. Donc, je regarde à 95%. J'ai cette masse-là à gauche, qui sont les valeurs acceptables.
Et à droite, j'ai alpha %, donc 5%, ce qui donne la valeur improbable. Donc improbable selon l'hypothèse nulle. Donc selon l'hypothèse nulle, la valeur ne dépasse pas le 30%. Et donc là, ici, tout ce qui se trouve au-dessus de cette quantité-là sont les 5% qui sont très hauts, donc sont les valeurs très improbables qui seront liées à l'hypothèse alternative. Donc, les valeurs acceptables sont liées à l'hypothèse nulle, les valeurs improbables sont liées à l'hypothèse alternative, et donc je vais comparer la valeur t avec la quantile. Dans ce cas-ci, la valeur se trouve, ou dans l'exemple que j'ai dessiné, la valeur t se trouve dans la partie verte, donc dans la valeur acceptable, et donc je ne vais pas rejeter l'hypothèse nulle. La valeur se trouve dans la valeur que je peux considérer comme probable sous l'hypothèse nulle. Donc c'est une valeur où la valeur observée n'est pas très différente de 30 degrés, n'est pas significativement différente de 30 degrés. Par contre, si le t se trouvait dans la partie rouge, donc cette partie-ci, alors cette partie sont les valeurs qui sont trop loin du centre de la distribution. À ce moment-là, je vais dire, bon, la valeur observée est trop large et je vais me retourner vers l'alternative. Donc, il est très probable, basé sur l'échantillon, que la moyenne réelle, dépasse vraiment 30 degrés Celsius, et donc je me trouve dans le cas de l'hypothèse alternative. Donc, première option par la quantile, je compare la valeur observée de t avec la quantile. Deuxième option, c'est par la p-valeur, ou les valeurs p. La valeur p, comment je change la couleur? Voilà. Et là, je vais calculer la valeur p. La valeur p, c'est la probabilité pour trouver une valeur de la statistique aussi extrême ou plus extrême que celui que j'ai trouvé. Donc, ce t, j'ai trouvé dans l'échantillon. Et donc, je vais comparer la variable avec ce que j'ai trouvé. Et dans notre cas, plus extrême veut dire plus loin du centre. Donc, dans notre cas, j'ai trouvé cette valeur t-là. La valeur p sera la probabilité pour avoir une valeur observée de t ou une valeur qui se trouve encore plus loin du centre, donc tout ce qui se trouve à droite. Donc là, c'est la valeur pour avoir une valeur qui dépasse cette t-là. Ça me donne une valeur p, ce qui a une probabilité entre 0 et 1, et je vais le comparer avec alpha qui me donne le niveau de significance, dans notre cas 5%. Pourquoi? Ça revient aux mêmes choses. Si P est plus petite que alpha, ça veut dire que le T se trouve à droite de la ligne verte, vu que alpha, c'est plus vraiment visible, mais alpha, c'était ici, cette partie-là en rouge. Donc alpha, P plus petit que alpha veut dire que T est plus large et est plus petite là que la quantile. Et donc, je me trouve dans l'hypothèse nulle, je me trouve dans l'intervalle en verte qui sont les valeurs acceptables. Si P dépasse alpha, alors T devient plus large que la quantile et je vais décider pour l'alternative. Donc, deux options. Ou bien je compare la quantile avec la valeur T observée. Est-ce que T se trouve dans l'intervalle
des valeurs probables, oui ou non. Donc l'intervalle verte, l'hypothèse nulle, l'intervalle rouge, l'hypothèse alternative. Plus facile, surtout quand vous avez le logiciel. Donc le logiciel vous donne directement la valeur P. Si P est plus petite que alpha, bah, je serai dans le cas l'hypothèse nulle. Si P dépasse le alpha, attends. Non, si je fais des erreurs, vous pouvez me dire. Si P est plus petite qu'alpha, ça veut dire que la partie en orange est plus petite que la partie en rouge, et donc que T dépasse la quantile. L'alternative, l'hypothèse alternative. Et donc je mets l'égalité là. Si P est plus large que alpha, alors la partie orange est plus large que la partie rouge. Le T est plus petit que la quantile. Je me trouve dans l'hypothèse nulle. C'est le bon ordre. Donc, si P est plus petite que alpha, je me retourne vers l'hypothèse alternative. Si P est plus large que alpha, je reste dans l'hypothèse nulle. Et donc là, c'est ce qu'on a mis aussi. Non-rejet de H0. Ce qui est important, c'est la deuxième. Donc, dans le logiciel, vous aurez toujours la p-valeur unilatérale. Pour la p-valeur bilatérale, vous pouvez ignorer. Donc là, on n'a pas besoin d'une p-valeur bilatérale. Dans ce cas-ci, on a un test unilatéral. P dépasse alpha, alors je ne vais pas rejeter. P dépasse alpha, P plus large que alpha, je ne rejette pas. P plus petite que alpha, je vais rejeter. Donc là, je vais me retourner vers l'hypothèse alternative. Et donc là, on a encore fait la différence. Si mu observé est plus petite que 30 degrés, on ne va jamais rejeter. Ce qui est logique, car si mu est plus petit que 30 degrés, bah alors, dans ce cas-ci, la valeur observée se trouve à gauche de la moyenne. Et donc, j'aurai toujours une probabilité P qui est plus large que 1,5. Vous pouvez y réfléchir, mais finalement, ce n'est pas vraiment grave si vous ignorez cette règle-là. La règle qui est importante, je vais comparer P avec alpha et selon le cas, je vais rejeter ou pas. Et dans ce premier cas, P sera plus large que 1,5 et donc toujours plus large que alpha. Je ne vais jamais rejeter. Mais donc, il suffit de regarder les valeurs P et comparer avec alpha. Et donc, pour notre cas, on avait une valeur observée de 27 degrés et demi. Là, le centre était 30 degrés. Donc là, j'aurai un p-valeur qui est assez large, qui est très large, qui est toujours plus large que l'alpha. Et donc, on va jamais rejeter l'hypothèse nulle. Donc là, si on regarde le test, on a ici cette valeur qui est importante. Donc, on a une test unilatéral à droite. Donc, on regarde alternative supérieure. Donc, on regarde cette ligne-là dans l'output. Donc, vous allez faire tous les tests en R au lieu d'utiliser ça. Donc, il va donner simplement directement la bonne valeur en spécifiant dans le test. Donc, vous aurez des tests, ce que vous voulez tester, et après, il y a une option alternative qui est de base bilatérale. Donc, si vous ne spécifiez pas, il va faire un test bilatéral. Et après, vous pouvez spécifier si vous voulez faire un test supérieur en disant que ça doit être greater. Et je pense que c'est lesser pour une test inférieur.
Et donc là, vous pouvez le voir, ou vous allez le voir dans les exercices, comment faire le test en R exactement. Donc, conclusion pour ce cas-ci, au vu des données collectées, nous n'avons pas de raison de penser que la moyenne dépasse 30 degrés. Donc, on reste dans l'hypothèse nulle. La moyenne ne dépasse pas les 30 degrés basés sur l'échantillon. Dans le deuxième cas, c'est très pareil, vu que là, on avait les valeurs YI qui étaient 1, 0. Le P, c'est la probabilité ou le pourcentage d'observation où la valeur est acceptable. Pam, pam, pam. Oui, non, oui, ça va. Et donc, si on fait des graphiques, on peut faire un bar plot, donc un diagramme en bateau. Ou en barre, pas en bateau. Donc là, on voit que dans 5% des cas, on va dépasser le seuil et 95% des cas, on ne va pas dépasser ce seuil-là. Donc là, basé sur l'échantillon, on a 190 cas, donc ici, 190 cas ou 190 mesures qui ne dépassent pas le seuil de 32 degrés et on aura 10 où on dépasse le 32 degrés. Pour trouver la probabilité observée, on va simplement regarder combien ne dépasse pas 190 divisé par le nombre total, le 200. Et donc, on avait dit, on va les encoder par une variable binaire, donc variable y qui est ou qui suit la loi Bernoulli avec une probabilité de succès, une probabilité de ne pas dépasser ce seuil-là à P. Le P observé, c'est ce 190 divisé par 200. On peut aussi l'exprimer comme étant la somme des YI divisé par N. La somme des YI, il va compter le nombre de succès. Donc, vu qu'on a encodé un succès comme 1, un échec comme 0, alors si je fais la somme de tous les YI, je compte le nombre de succès. Ça me donnera 190. Et après, je divise par le nombre total, par N, pour trouver la même valeur. Et donc, je peux voir que une proportion, c'est simplement aussi une moyenne, la moyenne des valeurs YI. Donc, c'est la moyenne, mais la distribution de cette variable YI, mais maintenant une variable Bernoulli. Et donc là, il n'y a pas vraiment une différence dans le traitement des proportions ou le traitement des moyennes. Oui, en bas, on a aussi le diagramme en mosaïque. Diagramme en mosaïque qui reprend le diagramme en barre, mais le met l'un après l'autre. Personnellement, moi, je préfère le diagramme en barre car c'est plus clair ce qui est la différence entre les deux barres ou la proportion entre les deux barres. Mais on peut créer le diagramme en mosaïque aussi. Donc, basé sur ce qui est descriptif, on voit que dans l'échantillon de 200 mesures, donc on a un échantillon de taille 200. Il y a 10 mesures qui vont dépasser ce seuil de 32 degrés. Donc, c'est 5% des valeurs qui dépassent le seuil. 95% des valeurs restent en dessous de ce seuil. Ce qui nous intéressait maintenant, c'est qu'on voudrait avoir, ou on voudrait savoir, est-ce que sa proportion-là, sorry, est plus large que 98%. Donc, je voudrais avoir qu'au moins
8% du temps, je ne dépasse pas le seuil, donc je reste dans la limite agréée. Et donc là, ici, j'ai une proportion de 95, donc c'est trop bas. Mais est-ce que cette différence entre 95 et 98%, est-ce que cette différence est due à la variabilité ou c'est une différence systématique? Donc, est-ce que la différence est significative, oui ou non? Et pour ça, de nouveau, je vais faire un test. Donc, même idée, j'ai un modèle, j'ai n observations Y1 jusqu'à Yn qui sont distribuées de manière identique et indépendante. La distribution, dans ce cas-ci, c'est une distribution Bernoulli. P, c'est la probabilité de succès qui est inconnue. Et pour pouvoir faire le test, on a besoin de vérifier cette condition-là. N fois P doit être au moins 5. N fois 1 moins P doit aussi être au moins 5. Donc, on le fait avec P observé, vu que le P la P dans la population est inconnue. Et donc, on peut faire cette vérification. Et dans notre cas, bon, c'est bien, on a N fois P qui est 10, N fois 1 moins P qui est 5, qui est 10, et N fois P qui est 190, donc il n'y a pas de problème. Test d'hypothèse, de nouveau, dans l'hypothèse nulle, on prend le status quo, ce qu'on a, le 98%, et on va... Oui, on fait l'inverse ici, donc on prend une alternative P plus petite que 98%. Pourquoi? Car on a observé que la valeur dans l'échantillon est plus petite que le 98. Donc là, on va faire le test dans cette direction-là, simplement car on a vu que, bon, dans l'échantillon, j'ai une valeur plus petite. Donc, je vais vérifier si cette différence est significative, oui ou non. Estimateur, comme j'ai dit, on peut le considérer comme étant une moyenne. Une moyenne, j'ai pas de loi Bernoulli, j'ai pas de loi normale, mais j'ai une loi Bernoulli. Donc, j'utilise le théorème de limite centrale pour arriver au fait que la moyenne suit à peu près la loi normale. Et donc, je fais un test Z au lieu d'un test T. Donc, je vais utiliser la même statistique, donc la différence entre l'estimateur, donc l'estimateur P chapeau qui est cette moyenne de Y, moins la vraie valeur inconnue, divisé par l'écart type. L'écart type S divisé par racine de N. Et maintenant, l'écart type, c'est la racine de P fois 1 moins P. Donc là aussi, normalement, vous le connaissez dans un autre cours en stats. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez le vérifier dans les vidéos que j'ai mis en ligne. Et donc là, l'idée est la même. J'ai une statistique là qui est une variable aléatoire. Je prends l'échantillon et je vais comparer ou je vais regarder la valeur. Donc l'échantillon me donne des valeurs Y1 jusqu'à Y200. Ça me donne une valeur P observée. Et donc, je vais regarder la valeur Z, qui est l'estimation basée sur les observations, moins P, la valeur inconnue, divisé par la racine P ops, 1 moins P ops, divisé par la racine de N. Donc ça, c'est la statistique qu'on a sur le slide précédente. Et là, de nouveau, ce P-là, il est inconnu. Donc, je vais faire le test sous l'hypothèse nulle. Et donc là, dans notre cas, il sera égal à 0,98. Donc là, je vais remplacer cette valeur inconnue par la valeur que je suppose qui est vraie, le 98%, ou la valeur pour laquelle je veux faire le test. Et je vais comparer ce 98% avec la valeur de 95% que j'ai trouvé dans l'échantillon.
De même manière, j'ai ce Z-là et je peux le comparer avec la quantile, ou je calcule la valeur P et je compare avec alpha le niveau de significativité, signification. Monsieur, c'est quoi que vous avez mis dans la parenthèse? Sous la racine carrée? 1 moins P observé. Donc c'est Merci. là, c'est cette partie-là. Donc là, j'ai le P, je vais remplacer par P observé pour pouvoir faire le calcul. Pam, pam, pam. Et donc le test est le même que pour le test T, sauf maintenant que les quantiles sont les quantiles de la distribution Z et pas de l'autre. Et donc là, j'aurai une loi standard normale. Je trouve quelque part, vu qu'on regarde à gauche, il se trouvera probablement là, le petit z de l'échantillon. Et je compare avec la quantile. Donc là, j'ai une quantile, j'ai une test unilatérale inférieure. Donc je cherche ici la quantile Q alpha, telle que à gauche, il y a alpha, à droite, il y a 1 moins alpha de probabilité. Donc là, test unilatéral, tout ce qui est plus extrême que ce que j'observe, c'est à gauche. Et donc là, les valeurs aberrantes se trouvent à gauche, les valeurs plausibles se trouvent à droite. Donc là, à chaque fois sur le test, vous regardez l'alternative. L'alternative va vous spécifier dans quelle direction les valeurs sont improbables. Test inférieur, valeur improbable se trouve à gauche. Test supérieur, valeur improbable se trouve à droite. Test bilatéral, la valeur improbable se trouve aux deux côtés et à chaque fois la moitié. Donc alpha et demi à gauche, alpha et demi à droite. Et donc là, même chose, je vais comparer Z avec la quantile. Il se trouve dans la valeur probable, donc dans la partie, je vais le mettre en vert. Donc cette partie-là, c'est l'intervalle pour accepter, c'est l'intervalle pour l'hypothèse nulle. Alors, je vais décider pour l'hypothèse nulle. Quand il se trouve de l'autre côté, dans ce cas-ci, à gauche, vu qu'on a un test inférieur, alors je vais décider pour l'alternative. Donc là, j'ai les valeurs pour l'alternative. À gauche, j'ai les valeurs pour l'hypothèse nulle. Et de même manière, je peux calculer la valeur P. La valeur P, c'est la probabilité d'avoir une observation ou une valeur pour la statistique Z au moins aussi extrême que le Z que j'ai observé. Donc, dans ce cas-ci, c'est la partie plus. Donc, tout ce qui se trouve à gauche de cette ligne-là, ça me donne la valeur P. De nouveau, je compare P avec alpha. Si P est plus petite que alpha, je décide pour l'alternative. Si P est plus large que alpha, je décide pour l'hypothèse nulle. Donc, la règle est toujours la même. Et donc, dans notre cas, on est dans ce cas-ci. Et si je regarde le test, donc ici, on a fait un test binomial, ce qui est un test exact au lieu du test approximatif par la loi normale. Mais donc, le résultat est le même. La valeur P que je trouve, il est 0,75%. Oui. Donc, il est plus petit que alpha, qui est 5%. Et donc, il est très improbable de trouver une valeur de 95% pour la probabilité, pour la proportion. Et donc, je vais décider de rejeter, je vais rejeter l'hypothèse nulle et je vais me tourner vers l'hypothèse alternative. Donc là, conclusion, au vu des données collectées. Donc, si vous mettez une conclusion, vous devez toujours quelque part mettre l'implication que c'est basé sur l'échantillon. Donc, vous devez toujours dire quelque chose qu'au vu des données collectées, on va au niveau de confiance 95%, ce qui est aussi important de toujours mentionner, on va rejeter l'hypothèse que la température de l'eau rejetée reste inférieure à 32 degrés au moins 98% du temps.
du temps. Donc là, si vous donnez une conclusion, vous dites que c'est basé sur les données collectées. Vous donnez aussi le niveau de confiance. Vous donnez ce que ça veut dire. Donc, l'eau rejetée reste inférieure au moins 32, inférieure aux 32 degrés, 98% du temps. Et normalement, souvent, vous mettez aussi la valeur P que vous avez observée dans la test et quelque part le type de test. Et donc la discussion, là, si on rassemble tout, au vu des données collectées, nous n'avons pas de raison de penser que la moyenne annuelle des températures d'eau rejetées par le système est supérieure à 30 degrés Celsius. Donc ça, c'était le résultat du premier test. Premier test, en moyenne, on reste inférieur à ces 30 degrés, mais on va aussi rejeter au niveau de confiance 95% l'hypothèse que la température reste inférieure à 32% au moins 98% du temps. Donc là, la première exigence environnementale était en ordre, mais la deuxième pas. Donc, en moyenne, on reste en dessous de 30 degrés, mais on dépasse trop souvent le seuil de 32 degrés. Les deux tests sont effectués au niveau de confiance 95%. Donc là, on va accepter un risque de fausse alerte de 5%. Donc, c'est le risque, une erreur du type 1. Donc, ça veut simplement dire qu'on va rejeter l'hypothèse nulle à tort. Donc, on va rejeter l'hypothèse nulle 5% du temps quand, en effet, l'hypothèse nulle serait vraie. Mais c'est à cause de la variabilité de l'échantillon. Donc, on ne sait jamais faire un test à 100% correct. Il y a toujours un petit où on va essayer de garder cette erreur limitée et on le garde limité en définissant le niveau de confiance. Et donc, cet alpha-là, ça me donne l'erreur type 1, le rejet de H0 à tort. Le risque de se tromper en considérant que la moyenne annuelle des températures rejetées par le système reste inférieure à 30% est inconnu. Donc, l'erreur de type 2, c'est l'inverse. Donc là, je vais garder H0, mais je devrais le rejeter en réalité. Ben, je ne sais pas le quantifier vu que j'ai besoin d'un alternatif pour pouvoir faire les calculs. Et donc là, l'alternative, c'est plus large que 98. Ben, je ne sais pas quelle valeur je dois utiliser pour calculer cette valeur-là. Et donc là, on pourrait, mais on va pas, c'est pas important pour ce cours-ci, on pourrait donner une estimation, on pourrait essayer de limiter aussi l'erreur de type 2 en regardant un effet minimal qu'on veut avoir. Et pour garantir cet effet minimal, on peut calculer le nombre d'observations minimales qu'on doit avoir. Donc là, l'erreur type 1, on va contrôler par définir le niveau de confiance et donc le alpha. Si l'erreur type 1 reste bas, alors l'erreur de type 2 va augmenter. Il y a une balance entre les deux, d'une manière ou d'une autre. Si je veux garder cette erreur de type 2 le plus bas possible ou assez bas pour découvrir certains effets, alors je vais utiliser la taille de l'échantillon pour contrôler l'erreur type 2. Ben donc là, ce n'est pas important pour ce cours-ci, mais il est possible d'aussi limiter à un certain niveau l'erreur de type 2. Et donc, la dernière chose, c'est il y a de nouveau un type probabilité d'erreur type 1 de 5% aussi pour le deuxième test. Ce qui conclut le rappel. Est-ce qu'il y a des questions pour cette partie-ci? Non?